pourquoi je m'intéresse à l'éducation? Parce que donc je me suis occupé du Conseil national du numérique, et évidemment, on s'est dit, qu'est-ce qui est systémique? Comment on fait pour changer le monde? Parce que c'est quand même notre objectif à tous. Et une fois qu'on a dit qu'il faut augmenter le CIR, le JEI, et nous donner plus d'argent encore, et on essaye d'atteindre les vrais enjeux. Et je crois que quelque chose dont on est conscient, c'est que c'est quand même ce dans quoi on rentre, c'est quelque chose d'assez sophistiqué, qu'il faut pouvoir facilement manipuler l'enjeu de la connaissance, et donc l'éducation est un enjeu tout à fait prioritaire. Et au-delà de ça, je crois qu'il y a une sorte de double relation. Il y a ce que peut faire le numérique dans l'éducation, ça on peut en parler effectivement, et par ailleurs ce que l'éducation peut faire pour qu'on s'empare de cette société de la connaissance. Donc ça se tient assez bien, et je crois que par ailleurs, c'est sans doute important de le dire, moi j'ai une relation compliquée avec l'éducation puisque je suis un drop-out du système scolaire. Ça m'a toujours un petit peu interpellé, et à l'occasion de ces travaux que j'ai menés au sein du Conseil national numérique sur comment est-ce qu'on peut réformer notre système éducatif, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires, et je me suis dit c'est absolument incroyable qu'on ne parle que si peu de ces choses-là en France. Et ça a été assez loin puisque on a fait un petit rapport d'une dizaine de pages dans le CNN, et dans ce cadre-là, j'ai rencontré les académies, les professeurs, les associations de parents d'élèves, les syndicats, etc., les startups dans le domaine de l'éducation. Et là, vous avez tout d'un coup la lumière qui vient, et vous vous dites, c'est incroyable que la France soit complètement tankée au fond de PISA, alors qu'il y a toutes les raisons qu'on sorte de cette situation dramatique dans une échéance extrêmement brève. La réalité, et je vous le dis aussi brutalement que ça, c'est que on considère que l'éducation, c'est un univers non scientifique, idéologique, et lorsque vous dites, par exemple, tiens, ça serait pas mal de commencer à introduire la notion de mesures statistiques, des méthodes pédagogiques dans l'école, on vous dit, ouais, tu es une espèce de fasciste, tu veux contraindre le monde professoral, c'est absolument impossible de faire ça. C'est juste ce qui a permis à la Floride de devenir premier dans PISA. Si on isolait la Floride et qu'on les mettait dans PISA, ils seraient premiers. Hein, parce que dans les années 70, il y a un chercheur qui a commencé à mesurer la performance éducative, et puis qui a vendu à Jeff Bush le fait de l'étendre à tout l'État, ce qu'il a fait, et qui fait qu'ils ont créé ce qui s'appelle le National Reading Panel, qui a totalement réformé la pratique éducative de la Floride. Et la Floride, c'est un pays qui est particulièrement performant à ce titre, et on ne le dit pas parce que c'est un truc américain. Le National Reading Panel a été étendu à tous les États-Unis, et les États-Unis, au miracle, ils ont pris 5 places dans PISA en 3 ans. Donc, et ça, c'est les choses lorsque vous allez à l'éducation nationale en France et vous leur dites, tiens, vous avez vu ce truc-là? Oui, non, mais attendez, ça, c'est pas des trucs qu'on regarde parce que c'est anglo-saxon, donc par essence, ça n'est pas intéressant. Je vous la fais un peu brève, mais c'est en tout cas ce qui m'a été assez explicitement dit à plusieurs reprises. Donc voilà, et c'est un enjeu qui est important parce que il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a 20% des gamins qui sortent du système scolaire sans savoir lire et écrire, et que c'est juste un scandale et qu'on ne peut pas tolérer dans un univers de société de la connaissance d'avoir des handicapés sociaux aussi marqués. C'est juste pas acceptable, et c'est sans doute le plus grand scandale, à mon sens, de la République. Très bien, merci beaucoup. J'avais une autre question. Si tu veux, là, ce qu'on observe, il y a énormément de MOOC qui se développent. D'ailleurs, le ministère de l'enseignement supérieur qui a mis en place différentes plateformes pour les écoles en France. Est-ce que comme tout à l'heure, on parlait du cool washing, est-ce que tu penses que les MOOC, on peut parler de MOOC washing aussi, où l'idée, c'est que tout le monde se met au MOOC, toutes les universités, les écoles, parce que c'est tendance, mais est-ce que vraiment, tu as le sentiment qu'ils vont au fond de la démarche, ou est-ce qu'ils l'utilisent plutôt comme un outil aujourd'hui marketing? Alors oui, il y a une tendance à vouloir brûler le dieu adoré seulement un an après son émergence, donc c'est tout à fait clair, particulièrement aux États-Unis, donc y compris Sébastien Thrun, qui a été quand même l'inventeur des MOOC, qui dit les MOOC ont plein de défauts et c'est compliqué. Et pour autant, moi je suis un fanatique, radical
Icebally des MOOC, parce que je crois que c'est le début de quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il est normal qu'il y ait des choses qui dysfonctionnent dans les MOOC. Notamment, il y a beaucoup de MOOC qui sont des vidéos YouTube. Il faut quand même le rappeler, c'est sympathique, mais c'est tout à fait rater le propos. C'est-à-dire que je crois que les caractéristiques intéressantes dans les MOOC, c'est évidemment d'avoir un stream de contenu, mais au-delà de ça, d'avoir la possibilité d'interagir entre les participants, et plus encore, d'avoir un enrichissement du contenu en mode wiki, qui fait qu'on a finalement un ensemble cohérent autour d'une thématique donnée. Je voudrais juste rappeler l'origine de tout ça. Donc Sébastien Thrun lance Udacity en septembre 2011, c'est hier, c'est vraiment hier. Il avait 160 élèves dans son cours d'intelligence artificielle à Stanford, et il en a eu 160 000 sur son MOOC qui se sont inscrits, 23 500 dont il considère qu'ils ont un niveau d'expertise supérieur ou équivalent à ceux qui ont participé à son MOOC. Donc si vous voulez, vous passez de 160 à 23 500, c'est juste vous exploser complètement l'échelle de croissance du savoir dans l'histoire de l'humanité. Donc je crois que c'est un tournant qui mérite d'être souligné. Et en particulier, ce qu'il dit, c'est le plus petit pays au monde, le Vatican, il y a quand même des gens qui ont participé à MOOC. Donc partout dans le monde, au fin fond de l'Asie centrale, de l'Afrique, de ce que vous voulez, il y a des gens qui ont participé à ces MOOC. Donc il y a une décentralisation du savoir. Et en soi, c'est quelque chose qui est remarquable. Donc maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est un processus schumpeterien ou darwinien, comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui se créent, plein d'initiatives, des initiatives qui sont très mauvaises, des très bonnes. Et voilà, ça va être génial, ça va être absolument fantastique. Donc, on peut bâcher les MOOC, et vous pouvez bâcher les MOOC, et je peux bâcher les MOOC, mais il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est le processus normal. Donc, cette espèce de courbe de Gauss qui précède l'arrivée d'un phénomène intéressant, avec beaucoup de gâchis, et c'est souhaitable. Écoute, merci beaucoup. On va se donner rendez-vous dans un an pour voir si effectivement ces prédictions et cette vision autour de l'éducation connectée, l'éducation en ligne, et l'impact que ça peut avoir sur la société, est-ce que ça aura fait bouger PISA ou pas. Enfin, en tout cas, c'est un enjeu assez important. Tes prochains rendez-vous, tu vas te dédicacer un moment ton livre. Il y a un moment où on peut venir l'acheter, ou c'est parce que là il y en a pas? Non, je sais pas. Non, il y en a pas. Ouais. Alors c'est un truc très bizarre. Donc vous avez, il y a plusieurs business models dans la vie. Il y a faire de l'immobilier, qui est un métier qui vous mobilise peu intellectuellement, mais qui vous rapporte de l'argent. Et puis de l'autre côté, vous avez écrire des livres, donc qui est un métier qui vous mobilise beaucoup et qui vous rapporte pas d'argent du tout, mais qui est assez amusant parce qu'effectivement on rencontre plein de gens. J'ai des vieilles tantes que j'ai pas vues depuis 15 ans qui m'envoient des mails de 5 pages en me disant que c'est super et qu'il faut que je m'occupe de mes petits-neveux, que je les forme, etc. Vraiment beaucoup de mails, ce qui fait que d'ailleurs je réponds pas toujours à tous mes mails en ce moment. Pour autant, ce travail de promotion est un travail intéressant. Donc mon livre s'appelle L'ère numérique. Il coûte 19,50 € TVA incluse et se trouve... Il n'y a pas beaucoup de TVA, hein, mais quand même, malgré tout. PDF. Il est en e-book. Et en e-book, pas cher, je crois, 6 ou 7 euros. 6 ou 7 euros, voilà. Et donc, il y aura un pointage pour s'assurer que vous avez tous acheté ce livre prochainement. Top. Ça marche. Mais effectivement, c'est très rigolo de faire un livre. Je vous souhaite cet exercice. Et donc, juste pour vous résumer, pour moi, ça a été assez vite, mais ça a été la collection de notes que j'avais à droite à gauche depuis 2-3 ans. Et je l'ai écrit l'été dernier, en à peu près un mois et demi. Et ça a été un grand plaisir de faire ce travail-là. Et c'est aujourd'hui, quand même, au-delà du fait que c'est quand même un boulot de malade, beaucoup de plaisir d'avoir des échanges comme j'en ai aujourd'hui. Parce que je pose une vision, mais très clairement, je n'essaye de pas avoir une affirmation totalitaire. Je pense que c'est un débat et qu'il faut... C'est juste... le principe même de prédiction du futur est un principe très compliqué. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Gilles. Merci. Merci à tous.